Alors, on va reprendre pour la deuxième partie du coup de l'après-midi. Donc, on va maintenant avoir une table ronde et donc qui va être animée par Héloïse Morel, qui est donc médiatrice scientifique à l'Espace Mendes France. Et voilà, je vais lui laisser la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, beaucoup, Sandrine Dallaporta. Je voulais remercier aussi Mathieu Brachet et Jocelyne Atta, puisque ce sont les 3 qui m'ont sollicité pour animer cette table ronde. Donc tout d'abord, c'est un plaisir d'avoir entendu, Clémence Perronnet, auparavant, que nous avions invitée, avec l'Espace Mendes France et dans le cadre d'une opération qui s'appelle Science en mouvement d'elle, que l'Espace Mendes France donc coordonne avec l'Université de Poitiers, qui, justement valorise, les femmes chercheuses dans différentes disciplines scientifiques auprès des scolaires, donc principalement en collège et lycée, sur tout l'ex-Poitou-Charentes. Donc, notamment pour pallier les biais dont Clémence parlait auparavant, c'est-à-dire des discours parfois qui peuvent être sexistes ou inconscients, en tout cas tenus par certaines chercheuses intervenantes. On a mis en place un module de sensibilisation pour un peu préparer justement aux interventions, aux manières d'animer en fait ces rencontres dans les classes. Donc voilà, on a cette action-là et en tout cas cette attention portée à la valorisation des femmes dans les domaines scientifiques depuis longtemps. Euh, et c'est aussi le cas en fait du laboratoire LMA, parce que quand même vous avez eu une directrice, Alessandra Sarti, avec laquelle on a travaillé aussi, qui était référente égalité, enfin qui était référente égalité CNRS et très engagée sur ces questions-là. Alors, bon, j'avais préparé quelques chiffres, dont on a dit beaucoup, Clémence, mais en tout cas sur les mathématiques, en effet, il y a peut-être globalement vous dire que aussi sur le retour d'expérience que l'on a, nous, à l'Espace Mendes France, sur les animations, c'est un peu quand même l'image, la mauvaise image de la discipline, ou en tout cas la difficulté qu'elle peut représenter, que la dernière étude PISA montre que la France est assez mal classée par rapport à d'autres pays dans les performances en mathématiques, que la réforme, en effet, c'est une fille sur 2 qui n'étudie plus les mathématiques au lycée contre un garçon sur 4. Et sur la part des enseignantes en mathématiques, parce que tu ne l'as pas évoqué, en 2018, il y avait 22% de femmes qui sont enseignantes en mathématiques. Voilà. Après, sur ce qui concerne un chiffre qui m'a marqué donc, dans le livre que Clémence a coordonné sur l'accès à l'égalité, en fait, en tout cas la parité en mathématiques, serait atteinte en 2130. Donc ça nous laisse un petit peu de temps, voilà, pour se préparer. Euh, sur le doctorat, il y a eu aussi une baisse quand même. Donc entre 2011 et 2012, il y avait 29% de femmes, ce qui est quand même, enfin, quand on dit 29%, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une forme un peu de biais cognitif sur, à partir du moment où il y a 30% de femmes dans des disciplines ou dans des lieux où elles sont en minorité, il y a l'impression qu'on arrive à l'égalité. Quand elles ont été pendant très longtemps, en tout cas minoritaires, c'est une impression qui peut apparaître. Et pour vous donner un exemple, parce que Clémence l'a mis sur la Polytechnique, où il y a, je crois que ça doit être 16% de femmes, ou 18, peut-être sont arrivés à 18% de femmes à Polytechnique. Leur objectif, c'est les 30%. Donc, c'est vous dire, enfin, qu'on a, la marge de progression est quand même pas très, très haute. Euh, donc voilà. Donc alors, sur les rôles modèles, ou en tout cas les modèles que peuvent être les femmes en mathématiques. Je disais il y a quelques temps, l'informaticienne Anne Conto, qui a été lauréate en 2023 du prix Irène Joliot-Curie, qui déplore le fait qu'il y ait peu de filles en mathématiques, mais qui elle-même raconte qu'elle a eu un parcours semé d'embûches et que rien ne l'a prédestinée à aller vers cette discipline. Alors qu'en fait, quand on regarde quand même son parcours, elle a une mère qui est professeure d'histoire-géographie. Enfin voilà, donc elle a eu. Donc c'est aussi intéressant, et c'est ce dont on va échanger donc avec nos 3 intervenantes de cette table ronde. Donc que je vais présenter donc Nathalie Chevalarias, qui est professeure de mathématiques au LP2I, lycée donc pilote innovant à Genet-Marigny, qui est membre de l'IREM, donc l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, et aussi de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, pardon, et c'est ça, l'APMEP, et qui a co-dirigé un livre qui s'intitule Mathématiques récréatives et éclairage historique et épistémologique, pour apprendre
les mathématiques par les jeux. Donc, on va aussi en parler, comment peut-être donner une autre image. Enrica Floris, à ma droite, qui est maîtresse de conférence donc au laboratoire mathématiques appliquées de l'Université de Poitiers, qui mène des recherches en géométrie algébrique. Donc, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. Je ne comprends pas très bien les recherches d'Enrica, parce que c'est très abstrait, mais il y a des solutions concrètes par les problèmes qu'elle mène. Et elle est aussi responsable de la licence de mathématiques, en tout cas des 3e années. Et Carole Guillevin, qui est ingénieure de recherche au CHU de Poitiers, qui fait partie du LabCom Imagerie métabolique multinoyau multi-organes, dont elle est d'ailleurs la présidente du comité scientifique, et membre au sein donc, du laboratoire de mathématiques appliquées d'une équipe qui s'appelle DACTIMIS, donc qui veut dire Data Analysis and Computation through Imaging and Modeling Mass, Image Santé, dont l'axe de recherche est un axe de recherche appliqué justement au sein du laboratoire dans le domaine de la santé sur des modèles IRM et des modèles de mathématiques qui servent à étudier des bilans tumoraux, enfin des études de tumeurs. Donc, la première question que je voulais poser à vous tous, c'est que dans le livre donc, des matheuses, les filles avenir des mathématiques, il y a la mention justement dont tu as parlé Clémence, de la spécificité d'une forme d'un déterminisme social en mathématiques, le fait que les filles qui apprécient et pratiquent les maths ont des parents et notamment des mères mathématiciennes ou enseignantes ou chercheuses qui ont déterminé le choix d'une discipline scientifique. Et donc, il y a un des exemples dans le livre qui montre qu'à l'ENS, il y a 79% des étudiants qui ont une mère scientifique. Donc, c'est quand même assez révélateur sur les trajectoires. Et est-ce que vous pouvez nous dire, qu'en est-il, vous, dans votre parcours? Quel a été votre déclic qui vous a amené jusqu'aux mathématiques? Voilà, je vous pose cette question et après... Ah ouais. Enrica, tu veux... Ah oui, ok. Donc, qu'est-ce qui m'a amené vers les mathématiques? L'inscription en fac de mathématiques, pour moi, c'est fait un peu par hasard, parce que quand j'étais au lycée, j'aimais bien les maths et la philosophie, et puis je voulais préparer, j'ai fait mes études en Italie, et je voulais préparer un concours qui est très ambitieux pour l'ENS en philo. Et après mon bac, j'ai commencé à préparer le concours et je me suis endormie sur le livre. Et donc, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi et j'ai intégré la fac de maths. Et puis, voilà. Mais donc, en réfléchissant, en préparant un peu la table ronde, j'ai un peu réfléchi à la question du parcours. Et donc, au lycée, j'ai fait des études littéraires, ce qui a fait que j'étais dans une classe... avec quasiment de jeunes femmes, il y avait peut-être un garçon. Et ce phénomène de comparaison avec des autres copains, hommes, qui auraient été considérés plus brillants par rapport à moi, plus travailleuse, n'a jamais été faite par manque des garçons. Et donc, je me suis demandé si peut-être c'est le fait d'avoir fait des études littéraires au lycée qui m'a peut-être un peu conduit vers les maths après et a jamais créé ce sentiment d'incompétence envers les maths. Voilà, donc ça, c'est un peu... Et après, justement, qu'est-ce qui a fait le déclic qui fait que tu es passé de la littérature aux mathématiques? C'est pas forcément évident. Donc, vraiment, l'acte de m'inscrire en fac de maths, c'était purement du hasard. Et puis, peut-être en Italie, il y a un peu moins... donc, toutes les préparations supérieures, elles sont un peu équivalentes. Il n'y a pas une division si profonde comme en France. Si on choisit une filière littéraire, alors toutes les portes des facs de sciences se referment. Donc, on peut toujours... elles ne sont pas si différentes que ça, les deux. Donc ça c'est quelque chose qui facilite un peu le passer d'un côté à l'autre. Et voilà. Donc, merci. Nathalie? Donc, moi, ça fonctionne? Oui, ça va. J'ai eu un parcours beaucoup plus classique pour faire des mathématiques. C'est quelque chose que j'ai aimé assez tôt. De toute façon, ma mère était institutrice, elle aimait les mathématiques, elle aimait les enseigner et elle avait l'occasion de m'en parler. Et puis mon père, lui, il était
instructeur dans l'armée sur des choses un petit peu théoriques, sur les automatismes, l'électricité, enfin des choses qui se raccrochent un peu plus à la science physique. Et ils ont toujours facilement partagé avec moi ce qu'ils pouvaient faire, ce qui les intéressait. Donc déjà, l'enseignement, c'était une évidence. Et puis, les mathématiques, c'est venu très vite dès le collège. J'avais envie d'enseigner les mathématiques et avec ce côté un peu rigoureux, clair, cet aspect logique. Et puis, un petit peu jeu logique dans lequel je rentrais assez facilement. Donc, c'est quelque chose qui est né très tôt. Donc, après, j'ai fait un parcours très, très classique au niveau des mathématiques, un bac C, des classes prépa, maths sup, maths PM prime au lycée Camille Guérin à Poitiers. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup bougé du coin, pour le coup. J'avais au début, en y entrant, pour ambition d'intégrer l'ENS et rapidement, j'ai compris que le concours était quand même vraiment très difficile et finalement, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis revenue ensuite en licence de maths ici à l'université de Poitiers, puis maîtrise, DEA. J'ai passé l'agrégation de mathématiques et j'ai eu un report de stage pour faire quand même un doctorat en maths. Donc, j'ai passé ma thèse et finalement, je suis restée quand même après enseigner dans le secondaire. Donc, pour peut-être des raisons, on reviendra tout à l'heure. Alors moi, je ne suis pas mathématicienne à la base, je suis physicienne et j'utilise les mathématiques en application à mon domaine qui est la science physique, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et donc, j'ai eu un parcours classique, bac S, terminale S. Et donc là, pour la terminale S, il a fallu choisir l'option sciences physiques, biologie, parce que les maths et moi, c'était moyen, c'était oulala, c'était compliqué. Je voyais pas l'intérêt de faire des mathématiques. Et donc, du coup, j'ai choisi de faire de la science physique, même si on m'a dit, oui, mais Carole, tu sais, en sciences physiques, il y a des maths. Je dis, oui, il y a des maths, mais pour le moment, moi, faire des maths, pour moi, c'était résoudre une équation et point barre. Et donc, du coup, j'ai eu mon bac S, mais après, on m'a dit, Carole, de toute façon, prépa, tout ça, c'est pas pour toi. Donc, du coup, j'ai fait un truc technologique. J'ai eu mon BTS option photonique, optique option photonique. Mais j'ai pas voulu m'arrêter là parce que ça me suffisait pas. Être technicien supérieur, c'était pas pour moi. J'avais encore envie d'apprendre. Et je me suis retrouvée donc en licence directement. J'ai eu la chance de pouvoir passer en licence de physique fondamentale à la faculté d'Evry, en région parisienne. Et donc j'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise. Et depuis toute petite, le domaine médical m'intéressait énormément. Et au moment où on m'a demandé de faire un stage en maîtrise, j'ai dit, voilà, je voudrais appliquer tout ce que j'ai appris en physique dans le domaine médical. Donc, on m'a orientée vers un stage et je me suis retrouvée à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, dans la branche biomédicale. Et donc là, ça a été mon premier pied dans ce que j'aimais faire. Et j'y suis restée. Donc, du coup, après, j'ai fait un DEA d'imagerie médicale où là, j'ai appris toutes les techniques d'imagerie, scanner, IRM, TEP. Et j'ai fait mon stage dans un grand hôpital parisien qui avait une équipe de recherche en neuroradiologie. Donc, j'ai fait mon stage de DEA en IRM. Donc, depuis, j'y suis restée. Ensuite, j'ai fait mon doctorat en imagerie médicale dans cette même équipe. Et ensuite, donc, je suis arrivée à Poitiers et on a créé une équipe de recherche, comme il nous a été demandé quand on est arrivé à Poitiers au CHU, autour de l'imagerie médicale. Et donc, du coup, aujourd'hui, je co-gère cette équipe avec mon époux et puis donc d'autres ingénieurs qu'il y a sur la plateforme et je suis ravie de collaborer. Enfin, j'ai intégré les mathématiques dans mes travaux de recherche. Je suis ravie de collaborer, excusez-moi, avec les membres du LMA sur mes travaux de recherche sur le métabolisme cérébral et de pouvoir, à travers donc
cette modélisation du métabolisme cérébral réponde à certaines questions sur l'évolution des pathologies. Voilà. Et peut-être dans le parcours, qu'est-ce qui a fait le déclic par rapport aux mathématiques? Qu'est-ce qui a fait le déclic par rapport aux mathématiques? C'est que au lycée, collège, lycée, je ne voyais pas le rôle que pouvaient avoir les mathématiques dans toutes les disciplines, dans tous les futurs métiers qui étaient possibles de faire. Et c'est au fur et à mesure, en études supérieures, où j'ai excellé en mathématiques, alors qu'en lycée et au collège, j'étais une vraie bille. Enfin, j'étais moyenne, ce qu'il fallait, c'est tout. Et après, j'ai excellé parce que il y avait un but, ça répondait à une question vraiment particulière. Ensuite, peut-être par rapport à ce qui a été un peu évoqué sur alors déjà, quel rapport on peut avoir aux mathématiques? Est-ce que vous avez pu vous sentir cette idée que les filles sont nulles en maths, et c'est quelque chose qui vous a traversé les unes et les autres? Et peut-être, est-ce que vous avez eu dans vos parcours un moment de la connaissance ou de modèles, de personnes que vous avez croisées, qui vous ont fait dire « Ok, les mathématiques sont quelque chose auquel je peux accéder en tant que femme ». Et peut-être aussi l'aspect déclic sur la partie histoire des femmes et l'invisibilisation aussi des femmes dans votre discipline. Comment voilà, tout ça interagit avec vous. Aussi l'ordre. Non. Alors, donc, pendant mes études universitaires, donc c'était en Italie, à Pisa, j'ai croisé plusieurs femmes qui étaient professeurs et qui étaient très compétentes, très respectables. Et j'ai eu la chance de rédiger mon mémoire de master sous la direction d'une de ces femmes. Et je pense que pour moi, ça a été très important de découvrir non seulement une façon de voir les maths, non seulement une scientifique très remarquable, mais aussi la recherche mathématique. Pour moi, c'était aussi le premier pas dans le métier qu'ensuite j'ai fait. Et donc, c'était peut-être un mélange d'admiration et donc de modèle de personnalité professionnelle. Et aussi, il y avait toujours le côté ludique et très émouvant de la recherche, de trouver quelque chose que personne n'a pas encore trouvé. Et donc voilà, ça c'était sous le guide d'une femme professeure. Nathalie? Oui, moi, dans mon parcours, au début, adolescente, c'est clair qu'il n'y avait pas de modèle particulier et surtout pas de modèle féminin, parce que c'est une question qui n'était pas du tout abordée à l'époque. Tout ce qu'on arrive là maintenant, qu'on commence à mettre en place pour nos élèves et qu'on leur montre, et puisque la recherche, que ce soit en sociologie, en histoire, etc., a mis en évidence autour des femmes en mathématiques, c'est quelque chose que la question ne se posait même pas, en fait, du tout. Par contre, après, ce que je ne sais pas, c'est si cette absence de modèle a finalement fini par jouer un rôle ou pas négatif. En tout cas, c'est vrai que quand je me suis lancée ensuite dans ma thèse, il y avait vraiment le plaisir de faire des mathématiques, d'apprendre toujours plus, d'aller plus loin. Il y avait cet enjeu-là. Et j'étais aussi freinée parce que finalement, il y avait très, très peu de femmes dans nos enseignants à l'université de Poitiers. Je ne sais pas combien elles pouvaient être à l'époque. Madame Bertrand était déjà là. Mais il y avait peut-être 2, 3, 4 grand maximum femmes enseignantes. Donc, j'avais essentiellement des profs hommes. Je me suis retrouvée à faire ma thèse. J'étais la seule fille à un moment. Après, il y a une étudiante indienne qui est venue quelques années. C'était en partenariat. Mais donc, l'idée de se retrouver un petit peu seule, je ne sais pas si effectivement ça a pu jouer. Et en tout cas, quand j'essayais de me projeter en me demandant, j'avais eu l'agrégation, j'étais en train de passer ma thèse, donc la question se posait de savoir est-ce que je continuais dans le secondaire ou est-ce que j'essayais d'avoir un poste ensuite dans le supérieur. Et il y a plein de choses qui se sont mêlées entre ce fait qu'il y avait très peu de femmes à l'université,
Le fait au moment où j'ai soutenu ma thèse, alors déjà j'ai mis un peu plus de 3 ans à soutenir, alors que mes collègues garçons, eux, ils avaient soutenu dès la fin de leurs 3 ans. Donc je me disais un peu que ouais, mais alors est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que finalement ma thèse elle est si bien que ça? Est-ce que je suis pas plus nulle qu'eux? C'est clair que ça, c'est des pensées qui m'ont traversé l'esprit. En plus, dans le temps entre les deux, avant de la passer, je venais d'avoir un petit bébé qui est grand maintenant, mais à l'époque, c'était de se dire, maintenant, si je veux un poste, il faut partir à l'autre bout de la France. Voilà, donc, c'est vrai que c'est plein de questions qui se sont posées, et puis avec aussi des choses, je trouve intéressant parce que j'ai retrouvé dans le questionnement des adolescentes, dans le livre de Clémence, sur aussi qu'est-ce qu'on fait sur se projeter dans la recherche. C'était un milieu un peu flou, on peut chercher, comme on disait à un moment, rester longtemps et sans forcément trouver quelque chose au bout, et de me dire, peut-être que je vais faire quelque chose où je vais être utile à court terme. Je voyais quand j'avais des élèves, je leur expliquais, je pouvais construire quelque chose et j'avais l'impression d'avoir un impact, de voir mon impact, en tout cas, sur ce qui se passait, sur les gens et sur cette aide. Et voilà, donc ça a été toute une convergence de plein de ces éléments, et donc certains liés sûrement au fait, effectivement, que je sois une femme et de la manière dont je le vivais à l'université, qui ont fait ces choix, alors que je ne regrette pas pour autant, parce que voilà, ça... J'adore mon métier d'enseignante dans le secondaire, et puis j'ai l'occasion de toucher un peu, même si c'est pas le même type de recherche, mais avec les travaux. Donc j'ai intégré l'équipe de l'IREM de Poitiers, donc Institut de recherche en enseignement des mathématiques. Et au sein de cet institut de recherche, on a travaillé à la fois avec des professeurs du secondaire, des professeurs universitaires, à réfléchir sur des recherches en mathématiques, mais après leur application au niveau des élèves, les impacts au niveau des élèves. Donc, notamment dans ce que tu disais tout à l'heure, au niveau de l'IREM de Poitiers, on a beaucoup réfléchi au fait de montrer ces applications des mathématiques, les faire vivre dans des contextes, etc., et voir ce que ça pouvait apporter aux élèves. Et voilà, ça a été un autre type de recherche, mais qui a enrichi, et avec une petite spécialisation après, parce que j'aimais bien en histoire des mathématiques. Donc, j'ai complété quelques années après la fin de mes études, donc d'où le livre que tu citais sur les récréations mathématiques, donc où j'ai participé, j'ai pas écrit dedans, mais j'ai participé en tant que co-responsable, je le suis encore actuellement, de la commission inter-IREM nationale d'épistémologie et d'histoire des mathématiques, et on organise régulièrement des colloques. Donc ce livre-là, c'était un des actes des colloques, et il y en a même un qui est paru encore plus récemment, mais qu'on trouve moins sur Internet, parce que c'est une publication interne à l'IREM de Poitiers, mais qui s'intitule « Géométrie d'hier à demain, méthodes pratiques et enseignement », auquel j'ai collaboré aussi. Donc, c'est un autre type de travail. Et justement, là, dans quelle mesure vous intégrez l'histoire des femmes dans ces travaux ? Alors, l'histoire des femmes dans ces travaux, petit à petit, on voit qu'il y a de plus en plus de travaux en histoire qui se font. On a dans notre groupe national quelques spécialistes, notamment Anne Boyer, qui fait des interventions là-dessus, qui aussi fait partie de Femmes et Maths. Et alors, suivant les thèmes, c'est vrai qu'on a plus ou moins, pour l'instant, de documentation et de traces de travaux de femmes. En tout cas, sur le prochain colloque, ça va intervenir davantage, puisque le prochain colloque qu'on organise avec donc, la commission inter-IREM d'épistémologie, histoire des maths, il a pour thème mathématiques pour toutes et pour tous. Et là, on aura vraiment des interventions. Et donc, dans les actes, il y aura des écrits plus spécifiques, effectivement, sur la place des femmes et dans l'enseignement des mathématiques et dans les mathématiques. Et Carole, concernant les modèles ou les rencontres ? Moi, j'ai pas eu trop de modèles du côté scientifique, même si ma famille était... Moi, j'avais un père ingénieur commercial, ma mère kiné, une tante médecin neurologue. J'ai baigné dans le scientifique, donc ça me plaisait, mais j'ai pas eu de modèle, j'ai pas eu de prédisposition, enfin on m'a pas prédisposé, je vais y arriver, à dire Carole, tu vas faire des maths ou tu vas faire de la science. Ça a été vraiment un choix et un parcours personnel, avec des embûches, je vais dire, jusqu'à mon arrivée en études supérieures. Ça n'a pas été facile jusque-là. Après, j'ai tracé ma voie parce que c'est moi qui avais choisi, c'était mon parcours, c'était mon propre choix. Je n'ai pas eu les embûches. Et ce n'est pas des embûches de mes camarades, je vais peut-être un peu vous choquer, c'est des embûches de mes professeurs. Voilà.
et de dire Carole, oui, t'es en S, mais tu feras pas ça, tu feras pas ça. Mais en fait, si j'ai fait ce que j'ai voulu une fois que j'ai eu mon bac en poche, en fait. Voilà. Et justement, peut-être sur les stéréotypes ou en tout cas les freins, est-ce que en tant qu'enseignante-chercheuse ou ingénieure de recherche, qu'est-ce que vous constatez comme ou enseignante en lycée, quels sont les constats que vous faites par rapport aux filles que vous avez, et puis les garçons également, en faisant le lien justement avec ce que Clémence disait sur des petites phrases ou des phrases violentes. C'est parce qu'il y a des gradations, on le voit. Dégradation. Ouais. Et la question de cette idée persistante de quelque part de l'inné qui jouerait sur un attrait pour les mathématiques ou en tout cas pour des facilités de logique. Ou voilà, vous, comment est-ce que vous l'analysez ça auprès de plus jeunes que vous côtoyez, peut-être du lycée, fac Si on prend dans l'ordre du coup de l'enseignement, je crois que dans les stéréotypes que je vois revenir le plus souvent et qui marquent un peu, c'est le fait que les filles doivent vraiment travailler pour y arriver. On l'a dans les remarques qu'on a fait, on a sur les remarques qu'on les entend des professeurs, des autres. Moi, je me souviens l'avoir aussi entendu en tant qu'élève, me dire oui, non, mais tu y arrives bien en maths, mais c'est parce que tu travailles. Si tu travaillais pas, tu y arriverais pas, tu n'es pas forcément doué pour ça. Donc, mais de toute façon, il faut travailler pour réussir, qu'on soit une fille, un garçon. Et c'est vrai que c'est quelque chose clairement que j'entendais. Et le pire, c'est que dans ma tête, je me disais non, mais en plus, les maths, c'est certainement la matière que je travaille le moins chez moi parce que justement, en fait, il y avait des choses qui venaient, que je comprenais, que j'avais intégrées dans le cours, donc j'avais pas forcément besoin de plus les travailler qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me disait et que j'entends encore pour les filles actuellement. Voilà. Ouais, elle travaille, donc là, elle s'en sort, elle y arrive parce qu'elle a beaucoup travaillé, alors qu'un un tel, il y arrive un peu moins bien, mais il a des facilités, donc de toute façon, il va y arriver quand même après. Ça, c'est un discours qu'on a encore pas mal, comme quoi les filles seraient peut-être pas naturellement douées pour les maths, et juste elles s'en sortent parce qu'elles travaillent plus que les garçons. Là, c'est le corps enseignant dont tu parles, mais les élèves entre eux, est-ce qu'il y a des choses que tu entends en tant que professeur de la part des élèves eux-mêmes? De la part des élèves, là, au lycée où je suis, il n'y a pas forcément énormément de mauvaises interactions, de remarques. J'en ai assez peu, finalement, sur là. C'était un peu plus compliqué au niveau des relations dans mon ancien lycée sur Châtellerault, mais c'était pas forcément les élèves entre eux, mais même les filles directement. On parlait de problème de confiance en soi ou qui venait peut-être d'autres milieux, et avec parfois des remarques avec « mais de toute façon, ça ne sert à rien que je continue à travailler en maths, de toute façon, je vais finir caissière au magasin du coin, ou de toute façon, je vais me marier et puis ça ne servira pas ». Et voilà, plus cette idée de c'est pas la peine finalement de s'y mettre. Mais, et donc là, il devait y avoir un poids aussi entre eux, alors qu'on n'entend pas toujours, parce qu'on n'entend pas non plus toujours ce qu'ils se disent les élèves entre eux. Là, j'ai l'impression, j'ai pas forcément de situation vraiment de remarques des élèves entre eux. Par contre, clairement, dans la classe, les garçons vont vite se mettre en avant, vite prendre la parole. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut observer et sur lesquelles il va falloir voir quel rôle on peut jouer, nous, justement, en tant que prof en face. Et par exemple, le ratio, justement, de présence de filles dans les classes que tu as de mathématiques? Alors, le ratio de filles, quand je regarde, on a un lycée où finalement, on a réussi à garder un ratio de filles qui font la spécialité mathématique reste relativement important. Il est un peu en dessous des 50%, mais il n'a pas autant chuté finalement qu'au niveau national. Par contre, dès qu'on regarde au niveau des filles qui font non seulement l'aspect maths, mais avec des spé scientifiques à côté, là, par contre, le ratio a chuté et on est plus près des 30% que des 50% qu'on a voisiné avant. Et ça s'est notamment beaucoup aggravé sur alors, ce qui s'appelle maintenant mathématiques expertes, donc c'est les 3 heures d'options en plus de la spécialité mathématique, où on a les meilleurs. Alors bon, on n'a pas un énorme recul, il n'y a que 4 ans, donc ça ne fait pas énorme pour faire des statistiques, mais les meilleures années, on est à 25% de filles
dans ces mathématiques expertes, alors qu'avant, quand on avait les terminales S avec la spécialité mathématiques, physique ou SVT ou SI, on avait à l'intérieur du groupe de spécialités mathématiques, on avait à peu près 50% de filles, parfois un petit peu plus une année, un peu moins une autre, mais voilà, on était aux alentours de 50%. Donc là, par contre, on voit vraiment la différence. Enrica, peut-être par rapport à cette question-là, toi, quel constat tu fais en licence? Alors, et la présence, peut-être commencer par la présence des filles aussi. Oui, donc mon public est à la fois des étudiants en mathématiques et puis des autres étudiants dans les filières scientifiques, sciences pour l'ingénieur, physique, etc. Donc, il y a toujours une minorité de filles en mathématiques, peut-être plutôt que le pourcentage des filles qui n'est si négligeable que ça. Ce qui est frappant est la partie de cette population qui choisit d'aller dans les options des métiers de l'enseignement. Donc, on a très peu de filles qui restent en licence option, ce qu'on appelle ici mathématiques générales. Et puis, ce pourcentage est affaibli encore par celles qui vont dans les options un peu plus statistiques, techniques. Donc, il y a une fuite des deux côtés. Donc, voilà, l'enseignement et les statistiques. Et dans la filière de maths pure, il y en a très peu qui restent à la fin de la 3e année. Et donc, ça, c'est un peu la distribution, le pourcentage des filles. Et ensuite, on retrouve un peu les mêmes dynamiques dans les groupes d'étudiants où les garçons répondent très souvent aussi aux questions posées aux filles. Et donc, personnellement, je serais très contente de suivre une formation où on m'apprend à comment dire, à éteindre ce genre de situation, à répondre de manière pertinente. J'ai toujours très peur d'intervenir d'une manière trop violente, par exemple. J'ai ma propre psychologie de fille qui rentre là-dedans aussi. Mais voilà, donc voilà, je me retrouve à essayer de donner la parole beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, et essayer de les calmer un peu comme s'ils étaient des lycéens. Et c'est comme ça. Et oui. Et je ne sais pas, sur des stéréotypes ou en tout cas des inégalités que tu constaterais dans des réflexions, si tu en as la connaissance, bien sûr. Alors, c'est très difficile d'écouter des commentaires voilà, je n'ai jamais assisté à une scène avec un échange d'un jeune homme qui disait à une jeune femme qu'elle n'était pas bonne. Ça, je ne l'ai jamais vu. Après, peut-être ça se présente sous une forme un peu plus soft, mais voilà, je n'ai pas une expérience directe de ça. Juste pour compléter, c'est vrai que là-dessus, je crois que si on ne va pas questionner les élèves et leur parler et entamer un dialogue avec eux, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, nous, en tant que profs, de savoir quelles sont les interactions ensuite entre eux et ce qui se dit. Et c'est vrai que là, je pense qu'au lycée, on va essayer de mener un petit travail dans les années à venir, parce que justement, par rapport à ce que j'ai remarqué en regardant un petit peu les statistiques, le fait qu'on a quand même un pourcentage de filles qui gardent l'aspect mathématique, mais pas forcément avec l'aspect scientifique, et elles ont souvent... par rapport à... donc en première, elles choisissent des triplettes avec 3 aspects. Et donc, elles sont très peu dans les triplettes avec de la physique, et même dans les triplettes avec la SES. Pour moi, je me suis dit, c'est peut-être l'ancienne filière ES qui finalement a récupéré, qui avait quand même pas mal un gros pourcentage de filles. C'est peut-être elles qui ont un petit peu récupéré. Et finalement, non, pas tant que ça. C'est assez équilibré. Et donc, je me suis rendu compte en regardant d'un petit peu plus près, et là, je crois que ça serait intéressant d'aller les interroger, qu'on trouve par contre une grosse majorité de filles dans des triplettes où il y a des maths et avec 2 autres spécialités beaucoup plus inattendues à côté, qui recréent pas du tout les anciennes filières. Donc on va avoir des mathématiques avec de la philo et de l'art plastique, des mathématiques avec de l'histoire géo et de l'anglais, des triplettes qui sont prises par très peu d'élèves, donc c'est des statistiques sur un tout petit groupe, mais dans ce tout petit groupe, les filles sont vraiment majoritaires. Et je crois qu'il y aurait un travail intéressant, mais d'aller vraiment discuter avec elles et de savoir pourquoi ce choix,
pourquoi faire? Est-ce qu'il y a une idée d'orientation? Est-ce qu'il y a une idée qu'elle voulait faire avant? Enfin voilà. Mais à part en allant vraiment leur parler, et peut-être que dans cette discussion, ça viendra effectivement de réflexions qu'elles ont entendues ou pas, mais sans leur parler, c'est difficile, nous, de percevoir effectivement ces choses-là. Je crois que justement, Clémence donnait une clé avec l'enquête en disant que le premier constat, quand on interroge, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et selon les questions que l'on pose, en effet, en tout cas, ça peut permettre ces échanges-là. Carole, peut-être sur en tout cas, les ingénieurs ou les collègues ou les étudiants que tu croises. Donc moi, je travaille avec beaucoup d'hommes. J'ai toujours été avec beaucoup de garçons, même à la fac, hein, parce qu'en sciences physiques, il y a aussi beaucoup de garçons, même si j'étais dans une petite fac, donc on était une petite classe, c'était pas moitié-moitié, mais pas tout presque. Mais j'avais ma prévalence à travailler avec les garçons. Donc moi, les filles, ça me gavait, c'était prise de tête. Donc du coup, je dénote un peu, je suis désolée, mais je préférais. Et puis, dans une entente tout à fait cordiale, respectueuse, et on travaillait ensemble en entraide. Donc de ce côté-là, c'était très bien. Je suis restée, donc quand on est arrivé à Poitiers, je suis restée donc longtemps la seule fille de l'équipe de 5-6 garçons. Donc depuis un an, on a engagé une autre ingénieure, donc je suis plus toute seule. Mais en fait, et même le fait de travailler avec les médecins, c'est pas tous les jours facile, hein, parce qu'on est face à des hommes, hein, malgré tout, comme Clémence disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes en médecine, donc il faut en tant que femme oser prendre la parole devant le corps médical, hein, et puis faut oser. Vraiment la chose qu'il faut que je peux dire aux filles, il faut oser et pas avoir peur d'oser et d'y aller. Hein. Voilà. Avec quand même tous les freins qu'on a pu voir, parce qu'en fait, il faut oser. Il faut avoir le mental pour y aller, mais il ne faut pas se décourager. Enfin, oui, mais est-ce que, par exemple, ça serait intéressant de discuter avec vos collègues hommes aussi sur comment eux peuvent peut-être plutôt laisser la place aussi sur la parole, parce que ça inverserait en fait cette problématique. Quand on se dit qu'on se met un peu en danger quelque part, quand on se dit il faut oser, c'est qu'on sent quand même... Non, parce que si on n'ose pas et c'est mon vécu à moi. Et si on n'ose pas et si la personne masculine qui est en face de vous voit que vous avez peur, voit que vous ne maîtrisez pas votre sujet, voit qu'il y a une faille, en fait, il va la trouver. Donc, il faut être forte, il faut oser. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et j'étais en classe, j'étais timide, et en fait, je me suis rendu compte... quand j'ai travaillé donc avec les médecins, j'ai fini mon cursus, j'étais encore un peu timide. Dans les premières réunions, je disais pas grand-chose. Et puis après, quand j'ai pris de l'assurance par rapport à mon métier, j'ai osé une fois et c'était terminé en fait. Après, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise et j'ai vu qu'on m'avait respectée. J'ai eu cette chance-là. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est quand même un cheminement qui n'est pas facile. Enfin voilà, on se dit que je suis les difficultés. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut essayer de se donner le moyen au moins une fois. Enfin. Oui, en tout cas, c'est sûr que si on est dans des situations dans lesquelles vous êtes trouvés, ça peut être une des voies. Et justement, peut-être à partir de quel moment vous avez pris conscience de situations sexistes ou de ces inégalités, justement, de capacité de représentation ou d'être légitime, parce que souvent, ça c'est aussi ce que tu dis, Carole, cette question-là, elle est liée à je ne suis pas légitime, ou alors il faut que je sois très compétente pour pouvoir oser justement prendre la parole. Donc c'est un cheminement qui n'est pas du tout, qui est le pied, je pense la base de l'inégalité sur ces questions-là. Peut-être comment vous avez pris conscience de ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, et comment vous l'avez après... Voilà, comment vous avez réfléchi aussi à ces blocages-là. Alors, il y a deux aspects. Il y a pour moi, dans mes études, et puis aussi par rapport aux élèves. Donc, pour moi, très clairement,
Cette prise de conscience, elle a été quand je suis arrivée en prépa. Au collège, au lycée, c'était pas vraiment un souci. J'en avais peut-être pas conscience. C'est peut-être moi qui traçais ma route sans trop m'occuper de ce qui se passait autour aussi de mon caractère. Mais arrivé en prépa, il y avait très peu de filles. On était très peu nombreuses. Et là, il commençait à y avoir beaucoup de moqueries, des insultes sexistes, voire sexuelles, clairement. Et puis, personne en face pour en parler, parce que de toute façon, tous les profs en face, c'était des hommes. Donc, voilà, il y avait deux solutions. C'était soit partir et changer de voie, soit se dire tant pis, on s'accroche, je suis là, j'ai ma place et puis je continue. C'est ce que j'ai choisi de faire. Je suis allée au bout de mes 2 années de prépa. Ça m'a sûrement un peu endurci sur le coup. Finalement, j'en ai tiré du positif, mais bon, à quel prix? Ça m'a toujours forcément un peu marqué, hein, évidemment. Et j'ai pas eu. Alors, par contre, après, donc au bout de mes 2 années, je suis revenue ici en licence de maths. Et là, j'ai pas du tout eu, par contre, cet état d'esprit. D'abord, il y avait à peu près moitié de filles, garçons. Je travaillais beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles aussi quand j'avais besoin de travailler. Mais voilà, il y avait un équilibre. Et là, je n'avais pas du tout ces situations vraiment de blocage. Mais avec toujours des appréhensions, des craintes de ne pas être au niveau. Et finalement, non, je me suis accrochée, j'ai travaillé. Et puis la meilleure réponse, ça a été d'avoir, à la fin, majoré les partiels et me dire non, c'est bon, t'es arrivé, t'es venu. Et puis finalement, t'es même devant tous les garçons. Et donc voilà, c'était quelque part aussi une vraie réussite qui m'a bien redonné confiance en moi pour avancer après par la suite. Parce que c'est vrai que là, les années de prépa, ça avait été un passage vraiment beaucoup plus difficile de ce point de vue-là, clairement. Du côté de mes élèves, alors évidemment, j'avais du coup cette conscience-là de par ce que j'avais vécu. J'y ai vraiment été plus confrontée à ces situations par rapport aux questions d'inégalité de représentation dès que j'ai été prof principale en terminale, dès qu'on s'occupe de l'orientation, en fait. Au moment où il faut commencer à choisir, maintenant c'est Parcoursup, avant c'était d'autres plateformes, mais c'était les mêmes processus. À niveau égal, très clairement, je voyais bien que les garçons ne demandaient pas du tout la même chose que les filles et se projetaient pas du tout dans la même chose que les filles. Et c'était pas évident de les aider à choisir et de les guider et de voir ce qu'elles pouvaient faire avec tout ce dont Clémence a parlé aussi. Mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour les filles, ça, j'ai pas confiance, j'irai pas. Et je le vois encore maintenant, hein, à niveau égal, j'ai des filles qui me disent non, mais je vais même pas demander une prépa, je vais voir, je sais pas ce que je fais. Et le garçon qui a à peu près la même moyenne à côté me dit non, mais moi j'ai postulé pour Louis le Grand, pas de problème, tout va bien. Voilà, c'est vraiment, c'est encore vraiment une réalité. Donc sur l'orientation, c'est vraiment un point important où je vois et où c'est encore difficile d'avoir des leviers, de les savoir comment les aider. Donc c'est un point sur lequel clairement il y aura à travailler. Enrica? Alors, en pensant à cette question, j'ai en tête en gros 3 périodes dans mon parcours. Une, c'est mes études à l'université, où j'ai énormément de chance en y pensant parce que j'avais un groupe de collègues, de camarades, et on était grosso modo égaux comme nombre hommes-femmes, et on était tous très ambitieux, on travaillait tous ensemble et on se validait l'un l'autre. Donc ce sentiment d'ineptitude n'était pas du tout là. Ensuite, il y a la période de ma thèse qui a été en France. Et là, j'ai réalisé pour la première fois qu'il y avait un gros problème dans la recherche mathématique de parité, parce que où j'ai fait ma thèse, j'étais la seule fille en maths pure avec une autre doctorante qui était italienne comme moi. Et donc, toutes les filles françaises étaient en maths appli. Donc, il n'y avait pas du tout de filles en maths pure. Et puis, j'ai un souvenir de ma toute première conférence qui était au Centre de recherche mathématique à Marseille. C'était une petite rencontre où j'étais avec une dizaine d'autres personnes et en même temps, il y avait une rencontre de femmes en probabilité. Et je me rappelle que j'étais rentrée dans la salle où on mangeait. Il y avait une grosse table de femmes qui m'ont toutes regardée. J'ai ce souvenir au ralenti. Elles m'ont toutes regardée comme ça. Et moi, j'ai marché le long de cette table qui était 10 mètres.
et j'ai atterri dans l'autre table où il n'y avait que des hommes. Et là, j'ai compris qu'il y avait un petit problème. Et puis, donc, il y a donc la thèse est un peu entre les études et le professionnel. Et dans le purement professionnel, bon, je pense que grâce voilà, à la période précédente, j'y suis arrivée avec la certitude que s'il y avait un problème, si j'entendais, si j'écoutais des remarques sexistes, c'était l'autre personne qui avait un problème. Et donc, ça m'a un peu protégée, mais j'en ai écouté plusieurs. Oui, et je continue à écouter de temps en temps. Carole. J'ai répondu un peu à la question Oui, c'est ce tout que à l'heure, j'allais dire. puisque j'ai souvent travaillé, et puis je travaille encore beaucoup avec beaucoup d'hommes. C'est pas tous les jours facile, hein, faut pas croire non plus. C'est pas parce que j'ose que parfois c'est facile. Il y a des situations en réunion qui sont pas faciles, en disant est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, comment je vais le dire. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Surtout des fois quand on est toute seule en réunion avec 5 ou 6 hommes qui vont peut-être juger ce que je vais dire. Ou, voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, ce que vous avez dit à Nathalie et Carole, c'est la façon aussi dans l'éducation que l'on reçoit, où il y a une mise en concurrence aussi avec les autres filles et femmes, parce que vous dites bah oui, mais en fait je préférais travailler avec des garçons qu'avec les filles. C'est tout de suite plus compliqué. Et en fait, on est aussi dans cette construction-là qui est très forte et qui guide ces inégalités ou ces représentations. Et ça scinde aussi un petit peu pas des alliances, mais en tout cas peut-être renforcer un petit peu entre femmes quand on est en minorité, ça peut être fort, mais je trouve ça intéressant dans vos remarques. Et, peut-être pour finir et puis après ouvrir la discussion avec vous, est-ce que vous pouvez nous parler justement des leviers, ce que vous pouvez mettre en place, comment vous voyez les choses justement pour essayer d'avancer et d'aller contre ces situations sexistes ou en tout cas ces représentations. Et peut-être parler de la façon dont l'enseignement des maths, parce que je pense que c'est très corrélé sur la façon dont la discipline est enseignée, comment elle pourrait évoluer aussi pour peut-être atteindre l'égalité, la parité avant 2130. Carole. Déjà, moi, je pense que faut laisser le temps au temps. Donc, 2130. C'est-à-dire qu'on demande à nos enfants maintenant de choisir ce qu'ils veulent faire très tôt. C'est-à-dire, ils ont entre 14 et 15 ans. Et donc, un collège, qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas. Mais il va falloir que tu saches parce que il faut que tu choisisses ta filière. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et notamment, ça force les stéréotypes, parce qu'à 13-15 ans, c'est le garçon et la fille, c'est là où tout va se jouer également, où les stéréotypes sont les plus forts. Donc, que les garçons et les filles choisissent leur filière en âme et conscience, on va dire, que ce soit leur choix à eux, mais pas le choix du copain ou les critiques du copain qui disent non, tu dois pas faire ça ou tu dois faire ça. Et c'est pas il y a une chose aussi qui me tient beaucoup à cœur parce que moi j'ai toujours été une élève moyenne. Donc on parle de jeunes femmes qui sont bonnes en mathématiques en classe, qui vont réussir à d'aller en prépa et puis qui vont continuer. Il faut que vous, en tant qu'enseignante, portez à bout de bras les élèves qui sont moyens et de leur donner confiance en elles, de leur donner la possibilité pas forcément de faire une prépa, mais de choisir la voie scientifique, qu'elles aient pas peur d'y aller en fait, parce que c'est super chouette. Et c'est vraiment
Donc, je vais répondre à la dame avec le manteau rouge. Là, une des choses que vous pouvez dire à vos enseignants, c'est portez-les à bout de bras, toutes ces filles, pour qu'elles osent, en fait, aller là-bas. Oui, mais c'est intéressant justement parce que pas sur que les bonnes. La réussite scolaire, elle est, enfin voilà, la carrière, elle dépend pas forcément du haut du haut du panier, en Oui. fait. Et si vous voulez que les filles arrivent dans les filières scientifiques, il faut aussi prendre celle-ci. Il faut donner la chance à celle-ci pour qu'il y ait plus de filles dans nos domaines scientifiques. Et elles seront tout à fait compétentes. Je suis sûre, si elles le veulent, elles seront compétentes. Nathalie, peut-être. Oui, je crois on a de toute façon aussi un gros besoin de formation de nos profs hommes et femmes, les deux. Donc, tout le monde est conscient, pas reproduire les préjugés, pas agir en fonction des préjugés qu'on a. C'est pas toujours facile parce qu'on se rend compte que on peut pas toujours contrôler ce qu'on est en train de faire et par moments on se demande si en cours on fait bien, on a bien dit, comment on n'aide pas. On parlait tout à l'heure de la participation, donc des garçons qui vont peut-être participer plus spontanément, des filles qu'on va chercher. Je sais que dans des choses que j'ai lues, les biais qu'on pouvait avoir, c'était aussi un moment où on allait chercher les filles, mais qu'on allait les chercher sur les questions faciles, pour pas qu'elles se trompent, pour donner un truc qu'elles sachent faire. Mais non, elles savent faire aussi les questions difficiles. Il n'y a pas de raison. Et puis, il y a aussi des garçons. Puis, et puis, elles ont le droit de se tromper. Et c'est pas grave. Et puis, les garçons aussi, ils peuvent ne savoir répondre qu'à des questions faciles pour certains et plus dures pour d'autres. Et se tromper, c'est ce qui fera avancer la classe. Donc, voilà, c'est des choses où on peut essayer d'être attentif au quotidien. Mais c'est vrai qu'on peut toujours aussi faire des erreurs par moment. Enfin, voilà, quand on est entraîné dans le biais de la parole, du cours, etc. Et donc, c'est pas toujours évident, même quand on a déjà conscience des choses. Donc voilà, il y a le besoin de formation déjà au départ, mais il y a ensuite toute une pratique à mettre en œuvre. On parlait des bulletins, par exemple, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, sur la manière dont on écrit les remarques pour les filles dans les bulletins et la manière dont on écrit les remarques pour les garçons. Voilà, ça passe par plein d'un petit ensemble de choses déjà au quotidien dans la pédagogie, dans l'enseignement. Et puis par rapport aux mathématiques elles-mêmes, c'est vrai que j'essaye de travailler, notamment avec l'IREM, ce que je disais tout à l'heure, on a essayé de travailler à faire travailler sur des situations, pas que sur des mathématiques complètement sorties de tout contexte. Et là, pour le coup, c'est pas que pour les filles, parce que comme on disait aussi tout à l'heure, c'est toucher différentes classes socio-professionnelles, et puis les filles, les garçons, et puis en fonction de leurs goûts différents, et d'être capable de varier les situations. Il y a des moments où ça va être intéressant de faire peut-être des mathématiques pour des mathématiques et la logique, d'autres moments pour le plaisir du jeu, puis par moments pour des choses très pratiques en économie, et puis parfois en physique. Et voilà. Et c'est pas en fait de faire une chose, va être le fait d'en faire plein de différentes pour qu'à un moment donné, chacun, je pense, chaque élève puisse se retrouver dans quelque chose et se raccrocher. Et là, voilà, ça pourra aider autant les filles, mais pas que les filles. Je pense que ça va être valable gagnant pour l'ensemble de nos élèves. Enrica, et peut-être dire, est-ce que justement, par rapport à cette demi-journée, est-ce qu'au sein du laboratoire et même peut-être du département de mathématiques, vous amorcez une réflexion là-dessus, ou c'est quelque chose qui pourrait, qui va advenir? Alors, je vais ajouter quelque chose sur l'enseignement à l'université. Et peut-être, je rejoins un peu ce que Carole disait. Ça m'a fait penser à mes enseignements dans les filières non mathématiques, justement, où il semble que les étudiants viennent d'un traumatisme collectif sur les mathématiques, qui sont un peu peut-être perçus comme un jugement universel sur l'intelligence, sur la valeur d'une personne. Et alors, dans le petit de mes TD, de mes cours, j'essaie de créer une atmosphère où on oublie tout ce stigma sur les mathématiques et chacun trouve sa place dans la spécificité de l'activité qu'on est en train de faire. Et en plus que ça, je n'ai malheureusement pas de solution, mais donc je pense qu'il y a, sinon, au sein du département, et Sandrine, je pense qu'elle avait peut-être essayé de lancer une formation sur comment adapter nos enseignements et
et avoir une façon d'enseigner qui soit un peu plus sensible aux questions des parités. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec vous, peut-être, ou éventuellement avoir des compléments, Sandrine, par rapport à cette tentative, parce que c'est intéressant d'avoir le mot tentative. Alors, c'est vraiment juste une tentative, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question collectivement en commission parité. Après avoir réfléchi à plein d'autres sujets, on s'est dit oui, mais on a aussi le volet enseignement qui fait quand même grande partie de notre métier. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant. On se sentait un petit peu démunis. Alors, je vais faire un truc encore plus horrible. Je vais renvoyer la balle encore plus loin. Parce que du coup, donc il y a Zakaria Melouki, qui est un des conseillers pédagogiques que j'avais sollicité sur cette question, qui m'a dit oui, c'est super intéressant, mais voilà, il faudrait qu'on ait aussi, nous, plus de ressources. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais convié aujourd'hui. Voilà, j'avais contacté aussi Madame Ranou, qui est là, donc la chargée de mission égalité à l'université. Donc, il y a des choses qui sans doute enfin, une réflexion qui va être menée, mais là, j'avoue que c'est vraiment au stade de l'embryon. Voilà. Peut-être si vous avez des questions, des remarques, je peux vous passer le micro. J'arrive. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolée parce que je n'ai pas pu arriver dès le début de vos interventions. J'étais dans un conseil académique auparavant. Alors, mon propos ne va pas être nécessaire. Oui, pardon, Catherine Ranou, chargée de mission égalité et diversité pour l'Université de Poitiers. Mon propos ne va pas être nécessairement le propos sur lequel il faudra terminer votre journée, votre demi-journée, parce que j'avoue que je suis assez inquiète et modérément optimiste sur les leviers pour faire bouger les lignes parce que en fait on se dit bon ok on a un manque de parité à l'entrée à l'université, mais en fait il faut remonter au lycée, mais en fait il faut remonter au collège, mais en fait il faut remonter à l'école primaire, mais en fait il faut remonter à la maternelle, mais en fait il faut remonter au moment où le bébé est dans le ventre de sa mère, et même au moment où il sort, il va trouver soit la chambre rose, soit la chambre bleue. Donc il y a vraiment tout un ensemble de leviers à faire, à activer. Les parents, à mon avis, sont nos premiers, à la fois peut-être nos premiers freins, mais aussi nos premiers alliés. C'est si les parents sont d'accord sur le fait que il y a vraiment des représentations stéréotypées, ils arrêteront de se dire que leurs filles n'auront aucune chance d'aller dans les matières scientifiques. Voilà, mais à l'université, on a des petits bras et c'est compliqué de voir comment on peut faire bouger les choses. Alors, on va essayer toujours, hein, mais on voit bien qu'on n'est qu'un élément de tout un circuit vraiment problématique. Et je voudrais juste lancer un message auprès de mes collègues enseignants-chercheurs et doyens à nouveau. Ça a été dit, hein, je l'ai entendu à la table, là. Ça va être bien difficile pour une étudiante de se sentir à sa place dans un milieu d'enseignants-chercheurs si elle ne trouve en face d'elle que des visages masculins, des représentations masculines, que ce soit du côté de l'enseignement ou du côté de la recherche. Donc, mesdames et messieurs les membres des comités de sélection pour les futurs recrutements, merci de penser à recruter des femmes. Voilà. Qui a une question ? Ça m'a intéressé ce que disait Nathalie à propos de Parcoursup. Je crois que là, il y a quelque chose à jouer qui est vraiment d'une importance fondamentale.
Et je crois qu'il faut que que les profs essayent de vraiment parler avec les filles et les influencer, enfin, leur présenter la situation réelle telle qu'elle est et non pas telle qu'elles ont peur qu'elle soit. Et puis, je crois aussi qu'il faut que les proviseurs fassent un énorme effort pour renseigner les professeurs, puisque j'ai l'impression que l'orientation a été plus ou moins bazardée dans les lycées. Ou est-ce que je me trompe? J'espère que oui. Et renseigner les professeurs, c'est un sacré boulot que d'apprendre à démêler les filières d'orientation. Oui, si je peux répondre juste rapidement là-dessus, on travaille toujours sur cette orientation. Il y a des choses, par contre, c'est qu'il y a aussi une multiplicité de formations qui apparaissent et c'est difficile de se tenir au courant de tout et des exigences de tous et toutes. Et même des fois, sous une même appellation, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours exactement les mêmes exigences ou le même recrutement derrière. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toutes les infos. Mais c'est vrai que c'est un point qui quand même est travaillé, mais qui mérite effectivement plus, et notamment pour que les filles soient vraiment informées de ce qu'elles peuvent faire et qu'elles ne mettent pas de freins, enfin ces freins qu'on leur a mis, mais voilà, d'arriver à les lever. Moi, je suis Zakaria Meloki, je suis ingénieur pédagogique au Pédagolab. Je remercie Sandrine pour l'invitation et c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous parce qu'on est en contact avec les enseignants et surtout avec les nouveaux maîtres de conférences. Et peut-être dans le futur, de sensibiliser plus les enseignants pour prendre en considération tous ces éléments-là. Mais je suis aussi ingénieur pédagogique au STAPS et je peux dire que tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, si je peux remplacer mathématiques par STAPS et c'est pareil, la même chose. Donc, il y a d'autres filières qu'on a ce problème-là, y compris des agressions sexuelles et tout ça. C'est vraiment un sujet extrêmement sensible et important. Et je pense qu'il faut qu'on... Peut-être une formation, peut-être avec discussion avec les nouveaux maîtres de conférences pour sensibiliser plus sur ce levier-là, quelle que soit la discipline, mais aussi scientifique qu'autre. Bonjour, moi je travaille au SAPHIR, le service d'orientation et d'insertion de l'Université de Poitiers. Vous aviez évoqué Parcoursup, j'ai les chiffres devant moi, pour l'université en tout cas. Et l'année dernière, les maths étaient quand même la spécialité de terminale qui arrivait en tête, puisque 35% des candidats de Parcoursup à l'Université de Poitiers avaient choisi des mathématiques. Et pour aller dans le sens de tout ce qui a été dit cet après-midi, parmi ceux-là, il y avait quand même 48% d'hommes et 25% de femmes. La plupart venaient de catégories socio-professionnelles favorisées, à peu près la moitié. Donc effectivement, les mathématiques sont quand même des disciplines les plus qui apparaissent le plus fréquemment dans les combinaisons de spécialités au bac à l'université, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont dans des filières scientifiques par la suite, ce qui est encore une autre question. Merci déjà pour votre intervention. Je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait aux femmes à l'université, etc. Si je pense par rapport à mon parcours, ce qui m'a freinée à faire des maths aussi, c'était surtout le fait que, pour moi, les métiers liés aux mathématiques, il y en avait deux. C'était soit on devenait professeur de maths, mais à l'époque, c'était mal vu. Donc voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'était... bref. Ou alors, sinon, c'était la recherche, donc 8 ans d'études, voire plus, et ça n'aidait pas. Et quand j'ai rencontré des élèves au collège, dans le lycée, je trouvais que c'était un truc qui remontait quand même assez facilement, où je leur demandais, pour vous, quels sont les métiers liés aux mathématiques? Et c'était toujours chercheur, prof, c'est tout. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une chose à faire en montrant que dans les maths, il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que la recherche, il y a aussi des métiers en entreprise, de l'ingénierie, etc. Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
je vais peut-être pas conclure parce qu'il y a tellement de pistes de réflexion, mais en tout cas, merci à toutes les trois pour vos témoignages et puis un peu l'apport sur cette question-là. Je pense en effet qu'il y a un gros chantier à la fois sur la connaissance de ce qui peut se faire en mathématiques, donc d'où l'importance je crois, des métiers, de la valorisation des métiers et aussi des usages au quotidien qu'on peut en avoir, des mathématiques. Et un des deviers aussi, et ça, Catherine Rano est bien placée pour le savoir, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est vraiment la clé, c'est l'élément, Clémence Perronnet l'a très bien montré, qui crée ce décrochage et puis qui crée ce sentiment d'infériorité, ou alors il faut être vraiment en lutte, et ça, vous l'avez bien dit un peu. Donc, pour essayer de renverser la tendance, ce sont des réflexions. Je pense que c'est très, très bien que des départements, des laboratoires et des individus s'en saisissent collectivement et avancent là-dessus. Donc, merci pour cet après-midi de réflexion. Et je laisse Mathieu Brachet nous annoncer la suite du programme. Donc, merci. Déjà, je pense qu'on peut remercier toutes les participantes à la table ronde, en particulier. Et aussi remercier Philine Bellenou pour son œuvre ici.